Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de votre journal. La principauté capitale de l'art pendant une semaine, la 8e édition de la Monaco Art Week présente plusieurs siècles de création mêlant œuvres de la Renaissance et pièces contemporaines. Une qualification pour les playoffs d'Euroleague et une victoire en Coupe de France en moins de 24 heures. La Roca Team a fait carton plein. Nous analyserons ses performances avec notre consultant Ali Traoré. Des centaines de jeunes rugbymen en herbe réunis pour la Kids Cup au Stade Prince Héréditaire Jacques. Le parrain de cette 11e édition était un champion olympique, Antoine Zegdar. Et puis nous nous intéresserons ce soir au concours international de roses et irons à la rencontre de ces petites mains qui prennent soin des rosiers en compétition. L'art s'invite en principauté à l'occasion de la Monaco Art Week. La 8e édition a été lancée ce lundi et propose au grand public un parcours artistique riche et varié de la Renaissance à nos jours. Alexandra Pani, Lionel Bernardi et Thomas Deus vous proposent un tour d'horizon des événements à ne pas manquer. 8 éditions déjà pour la Monaco Art Week, ce rendez-vous annuel met à l'honneur la création artistique. Née en 2018 d'une volonté de fédérer les galeries, maisons de vente et institutions afin de promouvoir l'offre sur le territoire monégasque. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs du monde de l'art en principauté adhèrent à l'événement pour proposer une véritable pluralité des pratiques. Encore cette année, on est fiers de montrer des œuvres muséales de maîtres anciens, ici à la Galerie Moretti, de contemporain, moderne, design, joaillerie, etc. Une vraie panoplie des choses pour le public. On a 4 conférences en total. C'est des collectionneurs, des institutions qui parlent ensemble. Et on est très contente qu'il y a toutes ces conférences très intéressantes. Cette année, 14 galeries et maisons de vente participent à l'événement et proposent pour certaines des œuvres muséales, comme ce Gentileschi, l'une des peintres femmes les plus importantes du XVIIe siècle. Presentiamo questo splendido olio su rame di Artemisia Gentileschi. È stato realizzato nel 1630-1635, periodo in cui Artemisia Gentileschi è attiva a Napoli. Quest'opera è un'altra versione con cuscino rosso, come vedete, che si trova, l'altra opera si trova al Museum Boston Fine Arts ed è stata acquisita dal museo nel 2022. Sotheby's, on est très fiers de proposer une petite sélection des œuvres de la collection Fred Feinsilber qui sera vendue à Paris le 3 juin, y compris 3 formidables œuvres de Victor Brauner. Et c'est intéressant parce que cet été à la Villa Paloma, le nouveau musée de Monaco va exposer une exceptionnelle exposition de Victor Brauner. Donc on a 3 Victor Brauner, on a 2 Giacometti, des œuvres de Picasso que vous allez voir dans la salle à côté, Kandinsky. Donc c'est une vraie collection d'un amateur d'art. Plusieurs expositions de différentes périodes présentées dans un circuit pensé à travers les différents quartiers de la principauté. Les galeries et maisons de vente aux enchères ouvrent leurs portes librement tout au long de cette semaine. Une initiative soutenue notamment par Manuela Rosi, l'ambassadeur d'Italie à Monaco. Je suis vraiment ravie d'être ici pour présenter l'œuvre d'Alfredo Rapetti Mogol, pas seulement parce qu'il est un grand artiste, très bien connu dans la scène nationale et internationale, mais aussi parce que ça peut être l'occasion aussi pour démontrer que la culture, c'est quelque chose qui est très important dans les liens bilatéraux entre Monaco et l'Italie. Et je pense qu'aussi, à cette époque, c'est important de démontrer que la culture va être quelque chose qui lie aussi le peuple. Et en effet, un des buts de la diplomatie culturelle, c'est vraiment toujours ça, d'être sûr qu'on arrive par la culture aussi à renouer les liens entre les peuples. Des conférences, des performances artistiques live également, tout au long de la semaine dans différents lieux de la principauté. Et pour ne rien rater de ce programme, rendez-vous sur le site Monaco Art Week.
Dans le reste de l'actualité en images, Laurent Stefanini a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre de Lafayette hier soir à Menton. L'ancien ambassadeur de France à Monaco a reçu cette décoration des mains de Thierry Chevalier, président de l'Ordre international de Lafayette, pour l'ensemble de sa carrière dans la diplomatie française. Cette association, fondée en France en 1999, a pour objet d'entretenir, de développer et de renforcer les liens d'amitié existants entre la France, Monaco et les États-Unis. C'est l'exploit du week-end. En moins de 24 heures, la Roca Team s'est qualifiée pour les playoffs d'Euroleague et a remporté la Coupe de France face au Mans à Paris. Nous allons l'évoquer dans quelques instants avec notre consultant Ali Traoré. Mardi, les Monégasques ont rendez-vous avec leur destin en Euroleague. Ils affrontent en quart de finale l'Olympiakos, premier de la saison régulière, pour la première manche des playoffs. On écoute Manouchar Markoshvili et le pivot Daniel Tess. Ils sont au micro de Frédéric Elion. First of all, we have to start mentioning that this Olympiacos is the first team for a reason. They have home court advantage. They're gonna be full packed, and they will try to use their home court advantage. So, for us, the key is to stay in the game for 40 minutes, mentally, physically, find as much as energy as possible. We had very difficult week. We played so many games. Physically, emotionally, achieving playoffs, winning the French Cup. Sometimes it can relax you a little bit or put you too much confidence, which can be good also, hopefully. And tomorrow's game is about forgetting everything that has been in past against them or any other team. We have to approach it as a new game, as a new opportunity, and think about long run, not just one game. Obviously, nobody expects anything from us. Like we can go in the game, we can just play free, play our best, but like we have been the last couple of weeks. And obviously, when you go there, you want to win game one to put some pressure on the team. But like I said, nobody expects anything from us. We can just go play basketball, play our, take the momentum we have right now. We have 10 players now for the first time in a long, long time, and we gotta need everybody. We gotta need everybody to chip in, bring energy, do whatever you can to help us win. Bonsoir Ali. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Quelle folle fin de semaine pour la Roca Team qui a livré 2 performances XXL ce week-end. Ah oui, vraiment, vraiment extraordinaire. Cette victoire face à Barcelone pour se qualifier en play-off. Alors en plus contre une équipe vaincue il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, si je ne m'abuse, ce qui n'est jamais très facile. Et ensuite, avec la force mentale des joueurs de la Roca Team, cette victoire en Coupe de France, 24 heures plus tard, franchement, chapeau. Oui, ce n'était pas simple de se présenter sur le parquet de l'Accor Arena après avoir livré une belle bataille face à Barcelone moins de 24 heures plus tôt. Hein. Ah non, mais vraiment, ça n'a pas de sens, mais clairement, les joueurs étaient restés mobilisés. On l'a vu, hein, notamment sur le début du match, notamment sur le deuxième quart-temps où il y a eu un gros écart. Ensuite, il y a eu du relâchement, hein, mais clairement, les joueurs... après la victoire face à Barcelone, se sont mis en mode récupération pour pouvoir enchaîner avec cette finale. Je ne vous apprends rien, Ali, en tant qu'ancien basketteur, les organismes en ont pris un coup. Comment récupérer après un tel enchaînement ? Ah bah c'est simple, dès que le match est fini, on met tout le monde en cryogénisation dans la glace. Non, je plaisante, mais clairement, il fallait prendre l'avion après le match directement. Bain froid, massage, boire beaucoup d'eau, s'hydrater, surtout ne pas négliger l'hydratation. Et après au mental, hein, clairement les joueurs de la Roca Team ont fait montre d'un mental extraordinaire. C'est le 3e trophée que Monaco remporte cette saison. Est-ce que ça peut être galvanisant pour la suite de la saison et notamment le prochain rendez-vous face à l'Olympiakos ? Oui, bien sûr, ça va être galvanisant parce qu'en connaissant le contexte un peu compliqué, là vraiment les joueurs, ça se voit qu'ils ont fait une union sacrée pour ramener le plus de trophées possible à Monaco, faire de cette saison une saison totalement réussie. Maintenant, ça va être dur. Hein. Olympiakos, en face, c'est une armada. Ils sont de tête. Ils ont 16 joueurs qui peuvent jouer. Je pense que physiquement, ça va être très, très, très dur. Et là, franchement, l'objectif, c'est de revenir d'Athènes avec une victoire. Les Grecs sont premiers de la saison régulière, c'est ça ? Oui, ils sont premiers de la saison régulière. Comme d'habitude, l'académie de jeu, avec une grande profondeur de banc, ce qu'on n'a pas. On a 8-9 joueurs. Et bien sûr, les organismes sont mis à rude épreuve. Hein, les joueurs sont déjà partis à Athènes là.
Donc il va falloir faire le dos rond. Et si sur les 2 matchs à Athènes, Monaco revient avec une victoire, ce serait déjà un très beau déplacement. Oui, parce qu'on le précise, c'est au meilleur des 5 manches. Tout à fait. C'est au meilleur des 5 manches. Il faut gagner 3 matchs pour passer au Final Four, donc en demi-finale. Donc là, c'est stratégique. Il va falloir être résilient et vraiment partir dans ce déplacement avec l'optique de prendre une victoire à Athènes. Ali, vous l'avez dit, la saison n'aura pas été de tout repos, avec notamment l'actualité extrasportive et les soucis financiers du club. Mais pour autant, pour la 5e année consécutive, la Roca Team accède aux playoffs d'Euroleague. Ça veut dire que Monaco est clairement à sa place dans le championnat ? Bien sûr, Monaco a sa place. Monaco est l'une des équipes les plus régulières d'Euroleague. Il y a des équipes avec des noms plus historiques, on va dire, entre guillemets, qui ne se qualifient pas tous les ans pour les playoffs. Notamment Barcelone. donc oui, là, Monaco est clairement une place forte du basket européen et les joueurs et le club portent haut les couleurs de la principauté. Ça veut dire aussi que les joueurs ont adhéré au nouveau coach, même s'ils le connaissaient déjà, vu qu'il était l'adjoint de Spanoulis ? Oui, bien sûr, c'est un ancien joueur, donc un coach qui a énormément de crédit auprès des joueurs. Les joueurs l'adoraient, vraiment. Et c'était beaucoup plus facile, justement, puisqu'il connaissait les principes, il connaissait les joueurs l'appréciaient beaucoup pour reprendre le flambeau. Mais par contre, il faut lui tirer le chapeau à Manouchar Markoishvili. Son bilan en Euroleague est absolument extraordinaire. Réussir à qualifier Monaco dans ce contexte-là, ça mérite un gentil coucou. Et on saluera également Saria Gladir qui a décroché un nouveau trophée avec la Roca Team. Et en attendant, on suivra bien évidemment cette rencontre de très près. Merci beaucoup Ali Traoré de nous avoir fait partager votre expertise basket. On le rappelle, vous êtes notre consultant sur Monaco Info et on vous retrouve une semaine sur 2 dans les experts basket avec Frédéric Elion. Merci beaucoup. Merci. En Fédéral 2, grâce à sa courte victoire face à Millau dimanche 27-26, l'AS Monaco Rugby termine premier de sa poule et se qualifie donc directement pour le tour principal des phases finales pour accéder en Fédéral 1. Un succès qui a sûrement dû inspirer les jeunes rugbymen qui participaient ce week-end à la Kids Cup, une compétition qui a réuni des centaines de joueurs de Monaco et de la région de moins de 6 ans au moins de 14 ans. Le récit de Sarah Nkari sur des images de Camille Caloni. C'est pour beaucoup d'entre eux le tout premier tournoi. La Kids Cup est l'événement phare de l'école de l'AS Monaco Rugby. Elle rassemble des dizaines de petits joueurs prometteurs. Ici, pour les Monégasques de la catégorie moins de 10 ans, c'est la désillusion à l'issue de leur dernier match face à Nice. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes déçus ? Oui, parce que on a perdu et qu'on devait gagner. Et du coup, on perd peut-être un podium. Et donc aussi, en plus, moi, je me suis fait mal. Et on est déçus du coup. Si leurs camarades des M8 sont arrivés à la 8e place, ils frôlent eux effectivement le podium en décrochant la 4e place. De quoi leur donner la rage de faire mieux l'année prochaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très fiers de vous. On est très très fiers de vous. D'accord ? Mais l'essentiel pour les coachs n'est pas là. On est satisfait, ça s'est très très bien passé. Mentalement, il faut les préparer. Après, physiquement, à 10 ans, on a le physique en général. Et après, au niveau du jeu, les meilleurs ont été dans l'équipe 1. Ce sont ceux qui ont le plus de rugby. En général, ils ont 4-5 ans de rugby. Et après, les moins bons, c'est ceux qui viennent d'arriver. Il y en a, ils ont 3 mois de rugby. Mais dans l'ensemble, c'est des copains. Ils sont bien ensemble, je veux dire. Au-delà de la compétition, la Kids Cup permet de s'imprégner des valeurs du sport, de partager des émotions et de rencontrer des figures emblématiques de la discipline. Antoine Zegdar, médaillé d'or avec l'équipe de France de rugby à 7 au JO de Paris, est venu encourager les futurs champions. Moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que moi, j'ai commencé ici aussi. J'ai pas eu la chance de faire la Kids Cup, mais voilà, je vois que le rugby se développe énormément à Monaco. Ça passe par là, ça passe par les enfants. Donc c'est génial. J'ai vu quelques enfants avoir les larmes aux yeux après une défaite. Donc ça montre que l'événement leur tient à cœur aussi. Pour les équipes ayant le mieux performé, il est l'heure de soulever le trophée. Le MUI pour les moins de 8 ans et Nice pour les moins de 10. Comme pour les grands, la douche au champagne est de mise pour célébrer la victoire. Enfin, au Champomy, c'est quand même plus raisonnable pour leur âge.
L'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires a donné la dernière conférence de son programme de formation en droit monégasque pour la session 2025-2026 ce lundi à l'amphithéâtre du Collège Charles III. La thématique portait sur la déontologie des professions judiciaires. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. L'IMFPJ propose des formations en droit monégasque pour les juristes avec le concours de professeurs de droit et des spécialistes en la matière. L'objectif, assurer une meilleure connaissance du droit monégasque, défendre ses spécificités, créer un lieu d'échange et de partage pour l'ensemble des juristes de la principauté. La dernière conférence a été consacrée à la déontologie dans le contexte de la présidence de Monaco au comité des ministres du Conseil de l'Europe et de l'évaluation à venir du Gréco. Le secrétaire d'État à la justice, Samuel Vuelta-Simon, a animé lui-même cette conférence. Peut-être le premier message, c'est renforcer, leur expliquer pourquoi tout ça existe, pour quelles raisons, pourquoi on a du jour au lendemain décidé de faire une charte déontologique, des obligations de telle ou telle profession. Ça a du sens, je vais leur expliquer. Et puis aussi peut-être dire que, écoutez, au-delà du profit, de l'activité commerciale, de toutes ces choses, ces belles choses que nous apporte notre société, il y a des valeurs derrière. Et ces valeurs, il ne faut jamais les trahir, il ne faut jamais s'en départir, sinon l'activité lucrative, qui est tout à fait honnête, bien entendu, elle peut être entachée d'une irrégularité, en tout cas d'une illégitimité qui ne la rend plus aussi digne qu'avant. Ce programme initié en septembre dernier s'est déroulé sur 8 mois et a accueilli plus de 200 juristes sur 32 sessions consacrées à toutes les matières juridiques, que ce soit le droit public, civil, pénal, des affaires ou encore fiscal. Toutes ces formations étaient extrêmement enrichissantes. Elles m'ont apporté beaucoup, notamment avec la préparation aux examens. Donc c'est concret. Ça m'a apporté la possibilité de pouvoir faire des écrits, de pouvoir me préparer au mieux et être plus à même de pouvoir être tranquille et rassurée quand je passerai le concours prochainement. Compte tenu de l'importance de ce thème pour le monde de la justice monégasque, les futurs magistrats et avocats présents dans la salle ainsi que l'ensemble des juristes ont pu suivre cette conférence sur les règles de déontologie à l'approche des examens et concours dans les semaines à venir. Direction les hauteurs de Saint-Laurent-d'Aise à présent, où les équipes de la direction de l'aménagement urbain s'activent en coulisses pour préparer l'un des rendez-vous botaniques les plus attendus de la principauté, le concours international de roses, qui se tiendra ce jeudi à la roseraie Princesse Grace. Chrisinda Petit-Homel est partie à la rencontre de ceux qui chouchoutent les rosiers en compétition. C'est un reportage réalisé avec Alexandra Paolini. À la pépinière du chemin du Cerrier supérieur à Saint-Laurent-d'Aise, les rosiers en pot s'alignent avec soin. Ici, la production est entièrement conduite en agriculture biologique, un choix assumé pour garantir la qualité des plants destinés à cette compétition. Préparé pour le concours de roses, chaque pot est donc suivi avec attention. Sur les 650 plants produits cette année, la moitié sera descendue mercredi matin à la roseraie de Fontvieille pour être ensuite observée et évaluée jeudi à différentes étapes de leur évolution par le jury lors du concours. Il y a 4 styles différents de rosiers, donc par rapport au port. On a l'hybride de thé, le buissonnant, le couvre-sol et le multifleur. On a 69 variétés actuellement, on a 10 de chaque. Sur les 10, il va être sorti 5 pots, donc c'est un concours en pots. Et sur les 5 pots, il y aura les 3 stades différents, donc c'est-à-dire le bouton, la fleur épanouie et la fleur fanée. Pour vous, un beau rosier, un rosier gagnant, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Ouais, ça c'est très personnel, c'est en fonction du goût de chacun, des couleurs, l'odeur qui est très importante. Après moi je trouve que le port du rosier en lui-même, ça va ressortir, et la rose bien sûr, mais ça c'est personnel. Je pense que chacun fera son choix. Un choix issu d'un travail de longue haleine où patience et précision sont essentielles pour obtenir des fleurs d'exception. Le verdict sera donc rendu jeudi à la roseraie de Fontvieille lors du concours annuel, moment clé pour ces roses promises à une belle mise en lumière.
Il s'appelle Mohamed Ghanem, il est chef de cuisine adjoint du Palais Princier depuis 15 ans maintenant et depuis peu, il est vice-champion du monde de pizza. Une deuxième place décrochée en duo à Parme, en Italie, avec le pizzaiolo mentonné Laurent Raimondo. Leur pizza gastronomique réalisée à 4 mains a séduit le jury face à une quarantaine d'équipes internationales. Émilie Flamin et Camille Caloni ont rencontré les deux hommes. J'étais jury l'année dernière au Trophée mondial de la pizza avec Laurent. À la fin du concours, il m'a sollicité pour participer avec lui à ce championnat du monde. Donc j'ai accepté et l'aventure elle est partie ce jour-là pour finir vice-champion du monde. Moi, c'est complètement un univers différent parce que bon, moi, la pizza, j'en fais pas tous les jours, de temps en temps au travail. Mais bon, c'était une présentation gastronomique sur une pizza originale et ordinaire. Le principal, c'est que la base soit bien solide pour y mettre dessus une recette assez travaillée. J'ai fait parvenir par ma cousine en Savoie de l'ail des ours fraîche qui est arrivé la veille avant qu'on parte parce qu'il me fallait absolument les fleurs et puis la plante fraîche pour la faire en base. Donc on a fait un pesto d'ail des ours que j'ai mélangé avec une burrata. Et après, Momo s'est chargé du reste. Après, on a préparé une céréole. La céréole, c'est un poisson de Méditerranée en ceviche avec des agrumes, jus de citron, vinaigre, sel, poivre. Après, on a exposé sur la pizza avec des perles de citron qu'on a réalisées nous-mêmes, des pickles d'oignons rouges, des fleurs de borrache, des fleurs de petits pois. Et pour finir, quelques grains de caviar sur la pizza à la fin. Je pense que c'était le cerise sur le gâteau, les petits grains de caviar, ça a plu. Et puis le résultat est là. Et pour la petite anecdote, cette pizza sera prochainement reproduite à la demande du prince Albert II qui a souhaité goûter cette création qui s'est donc distinguée en Italie au championnat du monde de pizza. Après vous avoir mis l'eau à la bouche avec cette création 5 étoiles, coup de projecteur sur cette adresse gourmande à Monaco où plaisir et bien-être vont de pair. Seaside Juicery fête ses 3 ans d'existence, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu qui fait voyager nos papilles. Le reportage de Sarah Inkari et Camille Caloni. Il s'agit d'un véritable temple du bio, du végétal et de l'exotisme. Ici, tout est fait maison. Smoothies, tacos, pâtisserie, chaque création est pensée pour surprendre les papilles. On a un concept avec un menu qui change toutes les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, c'est une influence différente. La semaine prochaine, ça va être un menu des Caraïbes avec des influences jamaïcaines. Et on vient du monde entier, on est des gens du monde entier. Donc on amène la multiculture culinaire végétalienne. Une cuisine engagée qui séduit depuis 3 ans une clientèle fidèle. Marine en fait partie. Pour elle, chaque bouchée est une invitation au voyage. Je suis tellement contente de la qualité des produits qui sont proposés ici. Et moi-même qui ne mange pas de viande, c'est un vrai plaisir d'avoir enfin un endroit qui nous soit dédié et où on puisse avoir une diversité, à chaque fois des plats différents avec beaucoup d'amour. On ressent dans la préparation de la passion et puis c'est tout le temps diversifié. Pour marquer son anniversaire, l'enseigne a créé un jus spécial. Là, on est sur une petite limonade avec de la framboise, de l'hibiscus. Il y a de la poire et du basilic. Une boisson offerte à tous les clients, en plus de quelques douceurs, une raison supplémentaire pour pousser la porte de Seaside Juicery, située rue des Açores, au cœur du quartier de la Condamine. L'adresse est notée, ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo d'Alexandra Pagny, puis les experts foot. Christophe Paco et Grégory Campi reviendront notamment sur le match nul de Monaco face à Toulouse qui éloigne les Monégasques d'une qualification pour la Ligue des Champions. Les photos de Manuel Vitali mettent en valeur ce soir les rosiers du concours international de rose qui a lieu ce jeudi en Principauté. Passez une excellente soirée et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour les prévisions météo de ce mardi 28 avril. Le temps sera majoritairement nuageux sur l'ensemble de la journée. Les températures oscilleront entre 14 et 19 degrés. Le soleil se lèvera à 6h25 et se couchera à 20h30. Et ce mardi, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Valéries. Belle soirée à tous sur Monaco Info.